Le Comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas. Adaptation Pierre Duprier et Serge Martel. Avec Pierre Santini dans le rôle d'Edmond Dantès. Réalisation Jean-Jacques Vierne. Aujourd'hui, 7e épisode, l'abbé Faria. Dantès, à qui l'on refuse tout compagnon de cellule, voit un jour surgir dans son cachot un autre prisonnier qui, pour s'évader, a creusé patiemment une galerie. Mais une erreur de calcul l'a conduit chez Dantès. C'est un personnage étrange. On le prétend fou. Pourtant, son intelligence et son érudition éblouissent le jeune homme. Son ingéniosité aussi. Son nom, l'abbé Faria. 26 février 1829. Me suis-je trompé quant à la durée de mon enseignement, mon enfant? Non, monsieur. Près de 7 années ont passé et je me sens riche de tout votre savoir. Je suis un autre homme. Mais ne pouvez-vous m'apprendre la philosophie? Oh, la philosophie ne s'apprend pas. C'est la réunion des sciences acquises au génie qui les applique. C'est le nuage éclatant sur lequel le Christ a posé le pied pour remonter au ciel. Et puis, je n'ai plus de temps, non, pour vous enseigner encore quoi que ce soit. Monsieur, monsieur, qu'avez-vous? Vous êtes tout pâle et la sueur ruisselle sur votre visage. Dans le pied de mon lit qui est creux, oui. Il y a un flacon. Donnez-le-moi vite, vite, vite. Mes forces me quittent. Versez-moi quelques gouttes dans la bouche. Voilà, c'est tout. Mes forces sont revenues pour un temps. Il faut faire vite, car je vais mourir, mon ami. Oh non, monsieur, non. Non, votre pâleur a disparu. Vous voici revenu à la vie. Oh, pour un temps seulement, faisons vite. Et tout d'abord, gardez pour vous cet élixir. C'est Cabanis qui me l'a composé. Approchez-vous, Edmond. Que je ne sois pas obligé de forcer la voix et écoutez-moi. Oui, monsieur. Regardez bien ce papier, Edmond. Oui. Oui, c'est un papier à demi brûlé, et sur lequel sont tracés des caractères gothiques, avec une encre singulière. Ce papier, mon ami, c'est mon trésor. Il vous appartiendra tout entier le jour de ma mort. Votre trésor. À votre attitude, je comprends ce qui se passe en vous en ce moment. Non, rassurez-vous. Je ne suis pas fou comme on a pu le croire. Ce trésor existe, vraiment. Ah, le voilà retombé. Ce malheur me manquait. Vous persistez dans votre incrédulité, Edmond. Il vous faut des preuves. Eh bien, lisez ce papier que je n'ai montré à personne avant vous. Mais je ne vois là que des lignes tronquées, des mots sans suite, interrompus par l'action du feu. Cela me paraît inintelligible. Oui, pour vous, qui les lisez pour la première fois, mais pas pour moi, qui est pâli dessus pendant bien des nuits, qui est complété, chaque phrase complétée, chaque pensée, patiemment. Lisez. Ce trésor qui peut monter à 2 d'écus romains dans l'angle le plus aile de la seconde ouverture, lequel déclare lui appartenir en toute
Poitiers, 25 avril 1409. Et vous croyez avoir trouvé le sens de ces mots sans suite? J'en suis sûr. Vous en jugerez vous-même. Mais, d'abord, écoutez l'histoire de ce papier. J'ai été le secrétaire, le familier du cardinal Spada, le dernier des princes de ce nom. Et sa maison n'avait plus de secret pour moi. Je l'avais souvent vu travailler, à compulser des livres antiques et fouiller avidement dans la poussière des manuscrits de famille. Je n'ai pas manqué de lui reprocher ses inutiles veilles et l'espèce d'abattement qui les suivait. Oui. Un jour, il me dit en souriant: Mon oncle, Cesare Spada, était l'homme le plus riche de Rome, mon cher Faria. Or, il est mort après avoir rédigé le testament suivant. Je lègue à mon neveu bien-aimé mes coffres, mes livres, parmi lesquels mon beau bréviaire à coin d'or, désirant qu'il garde ses souvenirs de son oncle affectionné. Tout le monde s'étonna que Cesare Spada, l'homme riche, fut en fait le plus misérable des oncles. Moi-même étais persuadé qu'un autre testament devait être caché quelque part. C'est pour cette raison, mon cher Faria, que j'ai compulsé, feuillet après feuillet, tous ces vieux manuscrits. Et aujourd'hui, j'ai trouvé ce que tous ont cherché vainement. Là-dedans. C'est alors que le cardinal me tendit le bréviaire à coin d'or, et que soudain il porta la main à sa gorge, suffocant. Il se raidit et tomba sur le sol comme une masse. Il était mort. Hébété, je regardais le livre que j'avais en main et que le bon cardinal m'avait dit qu'il me léguerait à sa mort. Machinalement, je le feuilletais. Il ne cachait aucun testament secret. Mais alors, le trésor des Spades? Un peu de patience. En 1807, un mois avant mon arrestation et 15 jours après la mort du cardinal Spada, je me laissais surprendre par la nuit dans la bibliothèque. Il y avait à portée de la main le bréviaire à coin d'or. Je pris le vieux papier jauni qui faisait office de signet et le présentai à la flamme de la cheminée afin d'allumer les bougies. Quelle ne fut pas ma stupeur de voir le papier se couvrir de caractères gothiques. Oui, de la main j'étouffai la flamme. Il ne restait plus qu'un seul fragment lisible, celui que je viens de vous faire lire, et des parcelles que je recueillis dans les cendres. Il me fallut plusieurs années pour reconstituer à l'aide de ces parcelles et de l'histoire de la famille des Spada que je connaissais dans ses moindres détails, le texte complet du testament secret. Et ce testament, qu'en avez-vous fait? Le voici. Tenez, lisez. Ce jour du 25 avril 1498, ayant été invité à dîner par sa sainteté Alexandre VI Borgia, et craignant qu'il ne veuille hériter de moi
et ne me réserve la mort des cardinaux Caprara et Bentivoglio, morts empoisonnés, je déclare à mon neveu Guido Spada, mon légataire universel, que j'ai enfoui dans un endroit qu'il connaît pour l'avoir visité avec moi, c'est-à-dire dans les grottes de la petite île de Monte Cristo, tout ce que je possédais de lingots, d'or monnayé, pierreries, diamants, bijoux, que seul je connais l'existence de ce trésor qui peut monter à près de 2 millions d'écus romains, et qu'il trouvera ayant levé la 20e roche à partir de la petite crique de l'Est, en droite ligne. Continuez. 2 ouvertures ont été pratiquées dans ces grottes. Le trésor est dans l'angle le plus éloigné de la 2e, lequel trésor je lui lègue en toute propriété, comme à mon seul héritier. 25 avril 1498, César, cardinal Spada. Eh bien, Edmond, comprenez-vous, enfin? Ah oui, 1000 fois, oui. C'est donc là le testament que l'on cherchait depuis si longtemps. Oui. Oh mon Dieu! Voilà que la crise me reprend. Oh, là derrière. Oh, cette fois, je sais que je vais mourir, il n'y a plus d'espoir. Non, je vous sauverai, moi. Tenez, buvez. Buvez votre élixir. Oh, inutile. Il n'agira pas 2 fois, je le sais. Edmond, vous êtes mon fils. Dieu vous a envoyé à moi pour consoler à la fois l'homme qui ne pouvait être père et le prisonnier qui ne pouvait être libre. Oh, Edmond, vous vous évaderez un jour, mais oui. Pensez à mon échelle de corde. Prenez ce papier. Le trésor est à vous. Non, je vous en supplie, buvez ce breuvage. Il vous sauvera encore une fois, j'en suis sûr. Dieu veut que l'homme qu'il a créé et dans le cœur duquel il a si profondément enraciné l'amour de la vie fasse tout ce qu'il pourra pour conserver cette existence pénible, parfois si chère toujours. Je vous sauverai, vous dis-je. Cet horrible tremblement qui secoue tout mon corps. Dans 5 minutes, le mal éclatera et dans un quart d'heure, il ne restera plus de moi qu'un cadavre. Ah, non. Vous devez rester avec moi. Edmond. Mais que ferais-je sans vous? Edmond Dantès, maintenant, au moment de me séparer de vous pour jamais. Non, monsieur. Je vous souhaite tout le bonheur, toute la prospérité que vous méritez. Mon fils, je vous bénis. Mon monsieur, mon maître vénéré. Et surtout, écoutez bien ce que je vous dis pendant que j'en ai encore la force. À ce moment suprême, le trésor des Spada existe. Dieu permet qu'il n'y ait plus pour moi ni distance ni obstacle. Je le vois au fond de la seconde grotte. Mes yeux percent les profondeurs de la terre et sont éblouis par tant de richesses. Si vous parvenez à fuir, et vous y parviendrez, rappelez-vous que le pauvre abbé, que tout le monde croyait fou, ne l'était pas. Une fois libre, courez à Monte Cristo. Profitez de votre fortune, profitez-en. Vous avez assez souffert. Oh Seigneur, accueillez le pauvre Faria dans toute votre bonté. Votre main, mon fils. Adieu, Edmond. Adieu. Non, pas encore, non. Mon Dieu, ne nous abandonnez pas, secourez-le.
À l'aide. À moi. Silence, silence, silence. Qu'on ne nous sépare surtout pas en cet instant. Oui, vous avez raison, oui. Et puis, je souffre moins parce qu'il y a en moi moins de force pour souffrir. À votre âge, on a foi dans la vie. C'est le privilège de la jeunesse de croire et d'espérer. Mais les vieillards voient plus clairement la mort. Oh, la voilà. Elle vient. C'est fini. Ma vue se perd. Ma raison s'enfuit. Oh. Serrez ma main, Edmond. Serrez ma main. Adieu. Monte Cristo. N'oubliez pas. Monte Cristo. Le lendemain, 27 février 1829. Pas de vin aujourd'hui, c'est lundi. Voilà ton cochon d'eau et ton pain. Et 34, tu es malade? Tu en fais une tête ce matin. As-tu fait un cauchemar? Un cauchemar, oui. Un bon conseil, mange, et ne pense à rien. C'est maintenant qu'ils vont découvrir la dépouille de mon pauvre ami. Il est mort! Le 27 est mort! Il est mort! Monsieur le gouverneur! Vite! Le 27 est mort! Monsieur le gouverneur! Que vont-ils en faire? Que fait-on des morts dans ce tombeau? La galerie. Je vais me glisser dans la galerie. Voilà comment j'ai trouvé, monsieur le gouverneur. Il me paraît bien mort. Jetez-lui cette cruche d'eau sur le visage. Oui, monsieur. Il n'a pas bronché, le bougre. Faut-il faire chauffer les fers, monsieur? Inutile. Il est bien mort, en effet. Cette fois, ça y est, le fou est allé rejoindre son trésor. Mais avec tous ces millions, il n'aura même pas de quoi se payer un linceul. Quoi? On ne fera pas quelques frais en faveur de cet homme d'église? Si.
Il aura les honneurs du sac. Le voici, monsieur. J'avais tout prévu. Un sac tout neuf. Dans ce cas, allez-y. Ensachez le cadavre. Y aura-t-il une messe, monsieur le gouverneur? Non, j'ai donné congé au chapelain. Ah, bien. Et quand est-ce qu'on le... Ce soir, À quelle heure? vers 10 ou 11 heures. Veillera-t-on le mort? Pourquoi faire? On fermera le cachot comme s'il était vivant, voilà tout. Allons, je vous laisse. Finissez votre ouvrage. Faites-moi confiance, monsieur le gouverneur. J'ai l'habitude. Les honneurs du sac. Qu'ont-ils voulu dire? C'était Le Comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas. Adaptation Pierre Duprier et Serge Martel. Aujourd'hui, 7e épisode, L'abbé Faria. Avec Edmond Dantès, Pierre Santini. L'abbé Faria, Louis Arbessier. Le cardinal Spada, Yves Pénaud. Le gouverneur, Jean-Pierre Moreux. Le geôlier, Jacques Bouvier. L'annonceur, Bernard Lavalette. Bruitage, Louis Amiel. Chef opérateur du son, Marcel Grenier. Collaboration technique, Bernard Delfieux. Régisseur de production, Anna Sibert. Réalisation, Jean-Jacques Vierne. Le Comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas. Adaptation Pierre Duprier et Serge Martel. Avec Pierre Santini dans le rôle d'Edmond Dantès. Réalisation Jean-Jacques Vierne. Aujourd'hui, 8e épisode, Libre. Le 26 février 1829, l'abbé Faria meurt au château d'If, dans les bras d'Edmond Dantès, son ami, son élève. Edmond, qui pendant des années a reçu de l'abbé Faria une extraordinaire somme de savoir, est devenu un autre homme, fort et volontaire. Il est cependant troublé lorsqu'il entend le gouverneur annoncer que le corps de son maître aura les honneurs du sac. De quoi s'agit-il donc? Nous sommes le 27 février 1829, vers 11h du soir. J'ai forgé mon âme dans la solitude, m'a dit un jour l'abbé Faria. Mais moi, y parviendrai-je? Ou ne me restera-t-il qu'à choisir la mort? Non. Ah non, ce n'est pas la peine d'avoir tant vécu, tant souffert, pour mourir maintenant. Non, je veux vivre et lutter jusqu'au bout. Je veux reconquérir ce bonheur qu'on m'a enlevé.
Avant de mourir, je veux punir mes bourreaux. Et peut-être aussi, qui sait, récompenser quelques amis. Seulement on va m'oublier ici. Et je ne sortirai de mon cachot que comme Faria. Comme Faria. Oh! Est-ce vous, mon Dieu, qui m'envoyez cette pensée? Oui, puisqu'il n'y a que les morts qui sortent librement d'ici. Prenons la place des morts. Voilà le colis. Eh ben, allons-y tout de suite. J'ai jamais aimé traînailler dans un cachot. À toi les pieds, Martin. Oui. Oh, bah c'est qu'il est encore lourd pour un vieillard si maigre, dis donc. Il paraît que chaque année ajoute une demi-livre au poids des os. Ah, tu fais ton nœud. Je le ferai là-bas. Alors, en route. Élève un peu ton phalange, Lyon, on y voit à peine. D'accord. Celui-ci n'est qu'un sac. Ou un ondeau. C'est vrai qu'il est pas léger du tout, l'abbé. On y est. Elle est claire, je ne vois pas le boulet. Il est ici, tiens. Allons, pressez-vous. C'est pas du temps à prendre le frais sur le chemin de ronde. Alors, il est fait ton nœud? Eh bien fait, je t'en réponds. Bon, prêt? On le balance? Non, non, pas ici. Là-bas, un peu plus loin. Tu sais bien que le dernier est resté accroché au rocher, à cet endroit. Ah, ici. Attention. Bien ensemble, hein? Allons-y. Hey! Hey! Droit! Et hop! Bien. Le paquet est entré dans la mer comme une flèche. Presque pour d'éclaboussure. La mer, c'est le cimetière du château d'If. Il sera pas bon d'être en mer cette nuit. Pauvre abbé. « 28 février 1829, au petit jour. Quelle nuit! Ça s'est enfin calmé. Oui, avec le lever du jour. Maintenant que la mer est sage, mets le cap sur l'île de Tiboulen.
Il faut aller voir ce qui est devenu ce petit bateau de pêche qui filait droit sur les rochers malgré nos appels. Sûr qu'il a dû se briser et sombrer corps et âme. Faut voir. Viens de bord, Jacopo. Bien, patron. Patron! Il y a des épaves! Il y a mieux que ça. Regarde, un homme accroché à une planche. Ah, pardieu, c'est vrai! On dirait qu'il va lâcher prise. Hey, passe-moi la barre et occupe-toi de lui. Attention, vous autres! Courage! Courage, camarade, tiens bon! On vient! Lance-lui un filet! Bravo! Allez, accroche-toi! Branche-lui! Aide-le! C'est un homme, non? Viens, Jacopo! Allez. Allongez-le bien à plat sur le Une bonne rasade de rhum va le remettre d'abord. Allez, tiens-lui la tête là-dessus. Vous la bouge. Où suis-je? À bord de la jeune Amélie. Qui êtes-vous? Un marin maltais. Nous venions de Syracuse. Nous étions chargés de vin et de panoline. Le grain de cette nuit nous a surpris au Cap Morgio. Nous avons été nous briser contre ces rochers qu'on aperçoit. Vous venez de là-bas? Oui, oui. J'ai eu le bonheur de me cramponner tandis que notre pauvre capitaine s'y brisait la tête. Nos 3 autres compagnons se sont noyés. Je me suis jeté à l'eau pour venir jusqu'à vous lorsque j'ai vu votre bâtiment. Enfin, merci, vous m'avez sauvé la vie, car j'étais sur le point de sombrer quand l'un de vos matelots m'a saisi par les cheveux. C'est moi. Il était temps. Vous couliez. Ah bon, merci. Et ma foi, j'hésitais presque. Avec votre barbe de 6 pouces de long et vos cheveux d'un pied, vous aviez plutôt l'air d'un brigand que d'un honnête matelot. Oui, c'est un vœu que j'avais fait à Notre-Dame d'Elpi de la Grotte dans un moment de danger. Être 10 ans sans couper mes cheveux ni ma barbe. Et c'est aujourd'hui l'expiration de mon vœu et j'ai failli me noyer pour mon anniversaire. Et maintenant, qu'allons-nous faire de vous? Je suis assez bon marin. Prêtez-moi des vêtements et jetez-moi dans le premier port où vous relâcherez. Je trouverai toujours de l'emploi sur un navire marchand. Vous connaissez la Méditerranée? Oh, j'y navigue depuis mon enfance. Vous savez les bons mouillages? Il y a peu de ports, même des plus difficiles où je ne puisse entrer et dont je ne puisse sortir les yeux fermés. S'il dit vrai, qui empêche qu'il reste avec nous? Ouais. S'il dit vrai. Où allez-vous? À Livourne. Eh bien alors, au lieu de courir des bordées comme vous le faites, qui vous font perdre un temps précieux, pourquoi ne serrez-vous pas tout simplement le vent au plus près? Parce que nous irions donner droit sur l'île d'Orion. Oh. Vous en passerez à plus de 20 brasses. Puisque vous vous prétendez si fort, prenez donc le gouvernail, que nous jugions de votre science. Bien. Hop, raté aux boulines! Allez! Et maintenant, serrez bien! Bravo! Bravo, ouais. Vous voyez que je pourrais vous être de quelque utilité, du moins pendant la traversée. À Livourne, si vous ne voulez plus de moi, vous me laisserez. Et sur ma solde, je vous rembourserai ma nourriture et les habits que vous allez me prêter. Oui. Nous pourrons nous arranger si vous êtes raisonnable. Jacopo, Oui, patron? tu prêteras une chemise et un pantalon à ce garçon. Oui, patron. Merci. Voulez-vous encore autre chose? Oui, un morceau de pain. Et une autre gorgée de cet excellent rhum.
Oh. Tiens. Que se passe-t-il là, au Château d'If? Mais il se sera sauvé quelques prisonniers cette nuit et on tire le canon d'alarme. Je crois bien que vous dites vrai, l'ami. Ah, voilà du rhum qui est diablement fort. Et je me sens un peu fatigué. Tiens, assieds-toi. Quel quantième du mois tenons-nous? Le 28 février. De quelle année? Comment? Comment de quelle année? Tu demandes de quelle année? Oui. Tu as oublié l'année où nous sommes? Non, que veux-tu? J'ai eu si grande peur cette nuit que j'ai failli en perdre l'esprit. Je te demande donc le 28 février de quelle année? 1829. 14 ans. 14 ans. Mais... à bientôt, Danglars. À bientôt, Fernand. À bientôt, Villefort. « 3 mars 1829, sur le pont de la Jeune Amélie, à l'ancre dans le port de Livourne. Me voici, mes amis. Ne vous ai-je pas fait trop attendre? Mais qui êtes-vous, monsieur? Je suis donc à ce point méconnaissable? Remettez-moi une barbe de 6 pouces et des cheveux d'1 pied de long. Hein? Le Maltais. Ah, ça alors. Ce barbier de Livourne a donc bien rempli son office. Ah, c'est bizarre, Maltais. Mais tu n'es plus le même homme. Que voulez-vous dire, patron? Ah, justement, c'est difficile à dire. Ce visage assez fin, cette bouche aux lignes fermes, je dirais même impitoyable. Et ses yeux pleins de tristesse. De la tristesse? Alors que je me sens si heureux d'être avec d'aussi bons compagnons que vous? Allons. Vous vous trompez, patron. C'est la surprise, voilà tout. Non, monsieur. En un sens, vous en imposez maintenant. Oh, voilà que tu me donnes du monsieur à présent. Tu n'es plus mon ami, Jacopo. Si, Maltais, si. Ah, faut pas m'en vouloir, mais ce qu'a dit le patron, c'est la vérité vraie. Tu n'es plus le même. Tu es un autre homme. C'est bon. Assieds-toi, Maltais. Ouais. Et parlons plutôt de nos projets. Plus la peine de te cacher ce qu'on fait. Tu sais maintenant. Oui. Contrebande. Mais faites-moi confiance. C'est déjà fait. Bien. Cette fois, il s'agit d'une grosse affaire. Un bâtiment chargé de tapis turcs, d'étoffes du Levant et de cachemire. La prime est énorme. 50 à 60 piastres par homme. Il fallait seulement trouver un terrain neutre pour faire l'échange et tenter ensuite de jeter ces marchandises sur les côtes de France. Alors voilà, j'ai proposé une île déserte sans soldats ni douaniers. Cette île s'appelle Monte Cristo. Monte Cristo? Tu connais? Non. Pas vraiment, non. Je veux dire que je n'y ai jamais posé le pied. Mais je l'ai plusieurs fois doublé. Ton avis? Oh, je pense que l'île doit offrir toutes les sécurités que vous recherchez, patron. Je crois aussi que toutes les grandes entreprises doivent se mener très vite. Aussi nous apparions ce soir. La mer est belle et le vent favorable. On devrait pouvoir se trouver dans les eaux de cette île demain soir. Pas d'objection? Pas d'objection, patron. D'accord. « 4 mars 1829. » Rien en vue, Maltais? Rien, patron.
Prenez la lunette et voyez vous-même. La crique est déserte. Parfait. Nous sommes les premiers. Jacopo. Oui. Cap sur la crique. Oui, patron. Larguez tout. Parez à jeter l'ancre. Monte Cristo. J'y suis. Faria. Tu rêves, camarade? Oui. Oui, au soleil couchant, cette masse de rochers est fantastique. Oui. Mais elle le sera surtout quand la jeune Amélie s'en éloignera et qu'elle plaine. T'avais l'air bien pressé de poser le pied sur cette île, Maltais. Et tu dis que tu la connais pas? Si, je la connais, mais c'est la première fois que j'y débarque. Et je la trouve mystérieuse. Ah, rien que des rochers et des chèvres sauvages, par centaines. Ah, on la connaît bien, nous. C'est une de nos escales ordinaires. J'ai fait de belles parties de chasse. Tu crois que j'aurai le temps de tuer quelques bêtes demain matin? Oh, il te faudra peu de temps pour amener de quoi nourrir l'équipage pendant 3 jours, tu peux me croire. Où allons-nous passer la nuit? À bord de la Tartane. Est-ce qu'on ne serait pas mieux dans les grottes? Quelle grotte? Les grottes de l'île. Je ne connais pas de grotte ici. Il n'y a pas de grotte à Monte Cristo? Non. Quelqu'un t'a dit le contraire? Non, non, non. Non, je l'imaginais avoir tous ces rochers. Bâtiment vu! Attendez le signal! Ça y est! Le voilà! On allume les feux. Et tout le monde à bord. On transbordera cette nuit, Seigneur. Et on lèvera l'ancre avec le jour. Dans quelques heures, ces hommes repartiront riches de 50 piastres pour aller, en risquant leur vie, essayer d'en gagner 50 autres. Puis ils reviendront, leurs 600 livres dans les poches, dilapider ce trésor dans une ville quelconque avec la fierté des sultans et la confiance des nababs. Aujourd'hui, l'espérance fait que je méprise leur richesse, qui me paraît la plus profonde misère. Demain, la déception fera peut-être que je serai forcé de regarder cette profonde misère comme le suprême bonheur. Ah, non. Non, cela ne sera pas. Le savant, l'infaillible Faria ne se serait pas trompé sur cette seule chose. Les grottes sont là, quelque part, cachées. Et je les trouverai. Autant vaudrait mourir que de continuer cette vie misérable et inférieure. « 5 mars 1829, au matin. Où est donc le Maltais? Et il a profité des 2 heures de répit que vous avez données à l'équipage pour aller tirer quelques chèvres sauvages. C'est lui! Il ferait bien de ne plus tarder. Nous levons l'ancre dans 10 minutes. Mais ne craignez rien, il sera là. La preuve. Regardez, le voilà qui dévale les rochers. Un vrai cabri. Il va se casser le cou, oui. Il est tombé. C'est bien arrivé. On va grimper là-haut et le ramener. Prends 2 hommes, Jacopo, et dis aux autres de se préparer à parier. Oui, patron.
le vois. Où? Il est dans ce creux, là. Ah oui. Il bouge plus. Allons-y. Donne-lui un peu de rhum. Tiens. Doucement. Doucement. Parle doucement. Oh, ma tête. Oh, mes reins. Bouge pas, Maltais. Bouge pas. On va t'arranger ça. Non, ne me touchez pas, non, par pitié, ne me touchez pas. Il faut tout de même qu'on sorte de ce trou. Non, je préfère mourir ici. Aïe. Il doit avoir les reins cassés. Mais dans ce cas, vu le tirail, il est intransportable. Il faut faire quelque chose. Si mon compagnon peut pas l'abandonner ici. Je vais rester avec lui. Non. Oui, ça fait. Non. Non, va avec eux. Il y a un danger pour vous à laisser trop longtemps la jeune Amélie au mouillage à Monte Cristo. Aïe. Je n'oublierai jamais si j'en réchappe ce que vous avez fait pour moi, mes amis. J'en suis affligé, mais il a raison. Je peux pas faire courir ce risque à l'équipage. À cause de ma maladresse. Laissez-moi une provision de biscuits. Un fusil, de la poudre et des balles. Mais tu finiras par mourir de faim. J'aime mieux ça que de souffrir les douleurs intolérables qu'un seul mouvement me fait endurer. Nous reviendrons te chercher. Mais pas avant une semaine. Merci. J'espère pouvoir vous attendre. En me traînant d'ici un jour ou deux, j'espère bien trouver dans ces rochers certaines herbes excellentes contre les contusions. Allez, mes amis, allez. Je vous attends. Nous reviendrons te chercher, Maltais. Promis. Même s'il me fallait pour ça m'évader du château d'If. C'est étrange que ce soit parmi de pareils hommes que l'on trouve de telles preuves d'amitié et des actes de dévouement. Et maintenant, Sésame, ouvre-toi. C'était Le Comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas. Adaptation Pierre Dupriez et Serge Martel. Aujourd'hui, 8e épisode, Libre. Avec Edmond Dantès, Pierre Santini. Jacopo, Maurice Bourbon. Le patron de la tartane, Didier Conti. Le geôlier, Jacques Bouvier. Et les voix de Georges Lucas, Jacques Vadot, Jacques Cornet, Jacques Bérard. L'annonceur, Bernard Lavalette. Bruitage, Louis Amiel. Chef opérateur du son, Marcel Grenier. Collaboration technique, Bernard Delfieux. Régisseur de production, Anna Sibert. Réalisation, Jean-Jacques Vierne.